Salut, comment ça va aujourd'hui? Je m'appelle Stéphane Côté, enseignant et auteur du livre Pratique gagnante et pédagogie 3.0. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. La question est la suivante. Selon toi, après quoi les élèves courent-ils dans une classe? Prends le temps, mets ça sur pause, puis reviens-moi dans quelques instants. Puis moi, je vais continuer avec 3 histoires aujourd'hui pour t'aider à trouver une réponse à cette question. Alors, dans la classe, après quoi courent-ils les élèves? Et là, j'avais tout plein de réponses qui m'apparaissaient dans la tête. Ils courent après l'attention de l'adulte. Ils courent après, si c'est avec les plus vieux, l'attention des pères. Ils courent après la réussite peut-être. Ils courent après le succès. Ils courent après déranger la classe. Et là, j'avais toutes plein de réponses. Puis chacune de ces réponses-là, je les ai explorées pendant un mois de temps. S'ils courent après l'attention des parents, qu'est-ce qui se passe quand j'essaie de travailler sur les parents? S'ils courent après l'attention du prof, qu'est-ce qui se passe quand je donne plus d'attention à plus d'élèves? Et je voyais qu'il n'y avait pas nécessairement de solution là, miracle, jusqu'à temps que j'ai trouvé le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire après quoi court-il? Alors, ça me tentait de t'expliquer ça à travers 3 histoires, vraiment 3 histoires qui sortent un peu de l'éducation pour nous faire mieux comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe dans notre milieu. Alors, en premier, je vais te parler d'une histoire qui vient de Howard Moskowitz. En deuxième, c'est qui ces personnes-là? Je vais te parler d'Abraham Wald. Et en troisième, je vais choisir une histoire qui est une histoire de moi-même et sur laquelle j'espère va te faire sourire un peu. Alors, qui est Howard Moskowitz? Tu en as certainement déjà goûté, dans le fond, à ce qu'il a fait. C'était un chercheur aux États-Unis qui travaillait en produits, là, en études de marché pour différents produits. Dans les années 1970, il y a Pepsi qui est venu le voir et qui a dit « Hey Howard, peux-tu nous dire quelle quantité d'aspartame il faut qu'on mette dans notre Pepsi? » Parce qu'on le sait que en bas d'une certaine quantité, il n'y en a pas assez. Au-dessus d'une autre, au-dessus de 12, c'est trop. Donc, quelle quantité il faut que je mette? Donc, Howard, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait des Pepsi à 5, 5,1, 5,2, 5,3 grammes d'aspartame. Puis, comme ça, il a fait un éventail, il a été voir des milliers de personnes, a fait goûter ça. Puis, quand il est revenu, il a analysé les données. Puis là, il a réalisé que c'était une espèce de graphique autour desquels il n'y avait pas vraiment de pôle qui se créait. Donc, il est retourné voir Pepsi, puis il a dit, écoute, Pepsi, il faudrait que tu fasses plusieurs Pepsi et non un seul Pepsi. Et là, Pepsi l'a humilié, l'a mis à la porte, il a dit c'était pas ça la demande. Il fallait qu'on trouve quelle quantité d'aspartame mettre dans le Pepsi. Donc, il continue à faire son travail. Il a la misère à se trouver d'autres contrats parce qu'il s'est fait un petit peu accrocher par Pepsi. Et là, il y a une compagnie de sauce à spaghetti qui vient le voir puis qui lui dit écoute, on a 5 sauces à spaghetti, on ne peut pas supporter les 5. Dis-nous lesquelles 3 faut qu'on garde. Et là, Howard s'est mis à faire ce qu'il avait fait dans le passé. Il s'est mis à inventer avec des cuisiniers des sauces à spaghetti. On a trouvé 45 différentes sauces en variant différentes qualités là, de la sauce. Et là, ben, il s'est mis à faire le tour du pays, des États-Unis encore, et là, de poser des questions, donner des sauces, valider. Et il est revenu avec des graphiques. Et là, cette fois-ci, il y avait 3 pôles qui apparaissaient. Le pôle de la sauce à spaghetti traditionnelle, la sauce épicée, et il y en avait une troisième qui, à ce moment-là, n'existait pas dans les épiceries. C'est au début des années 80, vous alliez dans un magasin, vous ne pouvez pas trouver de cette sauce-là, qui est la Extra Chunky, la Extra Meatball. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que si on questionnait les gens, personne ne pensait à dire qu'ils voulaient de la Extra Meatball, mais si sur une étagère, il y en avait, plus d'un tiers prenait cette sauce-là. Et là, la compagnie de sauce qui l'avait engagée était sans dessus-dessous. Elle dit, tu viens de trouver un produit pour lequel il y a des clients, mais qu'on n'a pas de produit pour les satisfaire. Eh bien là, ça a été extraordinaire. Ça a créé une révolution. Donc, pourquoi je te parle de cette histoire-là de spaghetti en classe? En fait, c'est qu'il y a souvent cette image-là qui nous est présentée où est-ce qu'on est dans notre zone de confort puis on nous encourage à sortir de la zone de confort ou encore il y a la classe qui est petite puis là, il faut penser en dehors de la classe. Mais en fait, ce que Howard a fait, c'est pas de dire à la compagnie de sauce à spaghetti, tu devrais arrêter de faire la sauce, tu devrais te lancer dans
Le caramel, c'est beaucoup plus payant que la sauce à spaghetti. À l'intérieur du cadre, il a réussi à trouver quelque chose qui n'existait pas. Howard, merci beaucoup. L'idée, c'est de trouver l'innovation à l'intérieur du cadre, à l'intérieur de notre classe, pour réussir à générer plus d'effets. Parce que s'il y a plus d'élèves qui sont engagés, bien, ça soulage la tâche de l'enseignant. Deuxième histoire aujourd'hui, Abraham Wald, mathématicien pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il y avait un problème avec les avions. Hein. Il y avait des avions qui partaient au combat. Puis, quand ils revenaient, ce n'était pas tous les avions qui revenaient. Puis, il y avait certains avions qui revenaient avec tout plein de trous de balles dedans et qui atterrissaient. Et là, les ingénieurs disaient, OK, il faut qu'on trouve une manière de protéger les avions, les parties importantes de l'avion, en mettant du blindage. Mais on ne peut pas mettre du blindage partout sur l'avion parce qu'elle ne volera plus. Donc, il faut qu'on se questionne à savoir sur quelle partie de l'avion il faut qu'on mette du blindage. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait pour répondre à cette question-là? C'est qu'il avait fait le plan. Voici le plan d'à peu près une cinquantaine d'avions. Et il avait fait une carte, dans le fond, avec le plan de l'avion, où il y avait des trous de balles sur les avions qui étaient revenus. Et là, en regardant tous ces points-là, les personnes, les ingénieurs de l'époque ont dit, voici les endroits où il faut qu'on mette de la protection. Et là, notre Abraham arrive et dit, c'est pas ça pantoute, il ne faut pas mettre de la protection là où est-ce qu'il y a des trous de balles. Il faut mettre de la protection là où est-ce qu'il n'y a pas de trous de balles sur les avions. Et là, tous les gens sont comme à l'envers, disent, voyons donc, tu ne comprends pas le principe, c'est pas ça qu'il faut faire. Regarde, les datas sont clairs, voici là où est le problème, il faut qu'on règle le problème. Et Abraham, ce qu'il a dit, c'est que non, les avions que vous venez de faire la carte des trous de balles nous démontrent que si les avions ont des trous de balles à ces endroits-là, ils volent encore parce qu'ils sont revenus. Mais si vous regardez dans les zones blanches, donc le pilotage, les moteurs, il n'y a pas de trous de balles parce que les avions qui ont eu des balles à ces endroits-là ne sont pas revenus au décollage, ne sont pas revenus à la base. Alors, l'idée qui est derrière ça, c'est de réussir à voir l'inverse que ce que toutes les autres voient, mais de voir l'inverse à l'intérieur de la classe. Et là, je m'en viens avec les solutions. Troisième histoire, celle-là, c'est mon histoire. En 1997, je m'en vais travailler dans un centre de plein air, dans un camp, le camp Marie-Paul, dans les Laurentides. Et à ce moment-là, il faut savoir que j'étais moniteur sauveteur national, j'avais ma carte de niveau d'entraîneur au niveau de la natation, je donnais des cours, j'avais un club de compétition de sauvetage. Et là, dans un cours à l'université, il y a un des profs qui dit, si j'avais engagé un prof qui a travaillé dans les camps de vacances ou quelqu'un qui n'a pas travaillé dans les camps de vacances, je prendrais celui qui a travaillé dans les camps de vacances. Donc, quand arrive la pause, je suis un peu insulté, je vais le voir. Hey, moi, je donne des cours de sauvetage, j'ai de la matière à donner à des ados. Tu prendrais le gars qui vient du camp de plein air avant moi? Il dit oui, puis sans l'ombre d'un doute. Fait que je dis OK, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans un camp. Donc là, je me fais engager, je me ramasse à ce centre de plein air-là. Et moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais très rigide. Tout était noir et blanc dans ma tête. Et j'arrive dans un camp et je ne fitte pas dans le décor d'un camp. Hein. La réunion est à 12h45, j'arrive à 12h44 avec ma chaise pendant que tous les animateurs sont tous empilés. À 7h30, on est libre pour le soir. Les animateurs se réunissent ensemble, se font à manger, chantent. Prennent la boisson. Moi, je suis avec mes souliers de course en train de courir, je suis en train de lire. C'est un camp familial pour milieux défavorisés de la région de Montréal. Donc, c'est des familles qui ramassent leur argent pendant toute leur année. Donc, ils se connaissent. Ils se connaissent, ça fait plusieurs années qu'ils viennent à ce camp-là. Donc, on se retrouve devant 120 personnes à chaque animation là, pour démarrer un bloc d'activité. Et là, les animateurs font des chansons et ils chantent, puis ils se mettent des chapeaux de clown, puis ils se promènent. Puis moi, je regarde ça, puis je dis, ça n'a pas de sens, c'est ridicule, c'est niaiseux. Et là, le lendemain, la même chose se passe, je suis encore sur le bord en train de juger ça. Et là, la chef de camp aurait dû me rencontrer, puis me dire, ouais, Stéphane, tu sais, dans un camp, c'est comme ça, il faut que tu te comportes. Elle aurait dû me rencontrer, mais elle ne m'a pas rencontré.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après 7-8 jours, 7-8 jours comme ça, avoir le succès, avoir le plaisir, avoir l'engouement que les animateurs, juste en chantant une chanson, produisaient, mais j'ai été voir la chef de camp et je disais, hey, est-ce que je peux avoir ma chanson moi aussi? Mais là, je ne chantais pas très bien. En fait, je ne chante pas très bien encore aujourd'hui. Je ne chantais pas très bien. Je ne connaissais pas les chansons. Les gens qui venaient au camp connaissaient toutes les paroles de toutes les chansons. Je ne pouvais pas vraiment me lancer à faire comme les autres. Donc, j'ai pris une chanson avec un air connu. J'ai complètement changé les paroles. Donc, les personnes du camp étaient très intéressées à ma chanson, puis c'était différent en soi. Donc, qu'est-ce que la chef de camp a fait qui a créé une alchimie, c'est moi? C'est que, enfin, elle m'a accepté comme je l'étais. C'était probablement la première fois qu'on m'acceptait tel que j'étais, même si je ne fitais pas pantoute dans le décor. Alors, la question d'aujourd'hui, c'était après quoi dans la classe les élèves courent-ils? Et la réponse que je crois avoir trouvée, en tout cas celle que j'ai explorée puis qui semblait générer beaucoup de changements, beaucoup d'engagement chez les élèves, c'était de voir que les élèves couraient après le résultat. Et là, vous allez dire, moi j'enseigne en maternelle, première année, c'est pas vrai, les élèves ne courent pas après les résultats, mais regardez ce qui se passe quand ils reçoivent une forme d'évaluation, une forme de rétroaction sur l'évaluation. Il n'y a pas d'enseignant qui dit « Va voir sur la copie du voisin, voir si tu es plus poche que le voisin. » Il n'y a personne qui fait ça. Et pourtant, dans la cour de récréation, à la maison, les élèves, ce qu'ils rapportent, c'est « Ah, je n'étais pas le meilleur » ou ah, « J'ai été le meilleur » ou etc. Donc, je me suis dit, si j'attaque le résultat, donc si les élèves courent après le résultat, même les élèves qui sont en échec, peut-être qu'ils ne courent pas après le succès tel qu'on le conçoit, là, le succès académique, mais sont très attentifs à ça. Puis le fait qu'ils soient les derniers du groupe va aussi générer chez eux des comportements. Les derniers du groupe. Des fois, on dit, moi, j'ai un groupe spécial cette année, on m'a donné l'élite des élites, donc mon élève le plus faible, il y a 85. Bien, cet élève-là, qui est le plus faible du groupe, donc l'engagement semble être relatif à la position par rapport au groupe. L'élève qui a 85, qui est le dernier de la classe, dans ce groupe-là, va avoir les mêmes comportements qu'un élève qui aurait 50 là, dans une autre classe. Puis pourtant, il y a 85 de réussite. Si on prend cet élève-là, puis on le met dans une autre classe où est-ce que la moyenne est de 65, donc cet élève-là se retrouve subitement comme étant le premier de la classe, ses comportements vont aussi changer parce que relativement à la position dans son groupe, il n'est pas à la même place. Donc, les résultats, ce n'est pas ceux que nous autres, on croit, on perçoit, mais c'est plus celui qui amène une position dans la classe là, qui va influencer le comportement. Donc, en ayant cette idée-là en tête, que les élèves courent après le résultat, comment je pouvais arriver à induire une pratique, induire un changement à ce niveau-là? Puis en fait, c'est quand je l'ai passé au niveau de la progression. Je vais t'expliquer comment je m'y suis pris, puis une solution facile que tu vas pouvoir mettre en place. Donc, disons que, et là, c'est l'idée de trouver l'innovation à l'intérieur de la classe sans trop changer, de voir l'inverse de ce que toutes les personnes voient, puis les accepter comme ils sont. Donc, disons que Philippe, au dernier bulletin, il y avait 60 peu importe la compétence, ce n'est pas important. Donc, moi, comment je vois l'élève, donc quand je dis de voir l'inverse de ce que tous les gens voient, au lieu de voir qu'il a 60, je vois qu'il lui manque 40 pour se rendre à 100 Alors, Philippe qui a 60, dans un résultat qui va suivre, obtient 70 dans une évaluation. Dans le fond, moi, comment je le perçois, si j'observe la situation à l'inverse, c'est que Philippe n'a pas monté de 10 En fait, il a monté de 10 sur son manque à gagner à lui, qui est de 40. Donc, il vient de progresser de 25 par rapport à ce qu'il pouvait atteindre comme progression possible. Et là, c'est toute la discussion que je vais mettre, c'est toutes les actions que je vais mettre autour de ces progressions-là qui vont induire l'engagement. Je vous donne un autre exemple, juste pour le fun. Donc, Julie, qui avait 80 à la dernière étape, obtient 82 Donc, elle a essayé de me dépasser et de dire, OK, de combien elle a progressé, cette élève-là? Eh bien, en fait, elle a progressé 2 sur le 20, sur son manque à gagner. Elle a eu une progression relative de 10 Donc, entre les deux, c'est Philippe qui a progressé plus
par rapport à lui-même parce que je les accepte tels qu'ils sont, puis c'est à partir de là où ils sont, puis même dans l'évaluation, ce concept-là de progression est mis en pratique. Alors, trouver l'innovation à l'intérieur de la classe, c'est de commencer à utiliser les évaluations, mais sous un autre angle. Et cet angle-là va produire un engagement assez exceptionnel auprès de vos jeunes. Donc, si vous n'avez pas d'outils qui vous calculent ce taux de progression-là, il y en a un qui s'en vient. En passant, on travaille fort pour développer Fluctus, une application mobile et web qui va vous informer sur ça, puis qui va informer les élèves sur la progression. Donc, pour pas que vous ayez à vous casser la tête avec tous ces calculs-là un peu complexes, faire ça pour 1 ou 2 élèves, c'est relativement facile, mais pour plus, ça ne l'est pas. Donc, si vous voulez essayer ce principe-là, donc d'amener l'attention sur la progression plutôt que sur le résultat, vous pouvez commencer juste à dire, regardez, tu avais 50 à la dernière étape, puis là, tu viens d'obtenir 72 dans cette évaluation. Faites-le sur une évaluation, remettez les copies aux élèves, puis essayez de voir qu'est-ce qui se passe là, dans la classe avec cette progression-là. Donc, ça va vous permettre d'essayer la progression sans avoir tout l'outil qui pourrait avoir l'air complexe dans un premier temps. Il y en a qui seraient portés à dire « je retire l'évaluation, je ne veux plus communiquer les notes aux élèves parce que je vois que ça amène des tensions puis des désengagements dans la classe. Je vais donner beaucoup de rétroaction à la place puis je vais les supporter. » Puis les profs qui font ça produisent un certain effet sur la réussite des jeunes. Toutefois, je crois que c'est très important de relativiser ce qu'on déploie dans notre classe pour le parcours de l'élève. Puis malheureusement, qu'on le veuille ou pas, le système est construit que ça prend des résultats suffisamment bons pour te rendre loin dans le processus là, de l'école. Et que si pendant l'année qui passe avec vous, ils n'ont plus de résultats, ils n'ont plus de notes, et que l'année d'après, ils retombent avec des notes, puis un élève va traverser 50 enseignants entre la maternelle puis le secondaire 5. Donc, sur le continuum des 50 enseignants qu'il va traverser avec notre système qu'on a présentement où ils attribuent des notes, bien, ça va être important d'éduquer aussi les enfants à la note, puis de voir que ce n'est pas quelque chose qui est fixe, mais c'est quelque chose qui est fluide. Quand on parle de la progression, on a tout le temps besoin d'au moins 2 notes, là. Donc, c'est de montrer le mouvement dans la note qui va permettre aux enfants de s'engager plus. Donc, trouver l'innovation à l'intérieur, c'est pas de dire je vais enlever la sauce à spaghetti puis je vais offrir du caramel à la place, mais c'est de dire à l'intérieur de la sauce à spaghetti, qu'est-ce que je peux faire? Ensuite, voyez l'inverse de ce que tout le monde voit, c'est-à-dire arrêter de voir la note puis montrer aux élèves aussi que ce n'est pas le 60 qui est bon ou 90, c'est plutôt le manque à gagner qui vous reste à voir. Puis, si vous les acceptez tels qu'ils sont, puis si à toutes les fois qu'il y a des réussites dans la classe, des progressions, si vous faites plein de choses autour de la progression, et dans le livre, on mentionne de multiples façons d'arriver à ces fins-là. Donc, les élèves qui voient que la progression semble arriver aux autres élèves, un jour ou l'autre, ils vont vouloir aussi embarquer là, dans le jeu de l'apprentissage et de démontrer les compétences qu'ils ont. Tout se passe au niveau de la progression. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir à regarder ce vidéo-là. Si oui, bien, partagez la vidéo à tous vos collègues et discutez aussi sur ce qui est dans la vidéo. Mon intention, ce n'est pas que vous fassiez comme ce que je dis, mais c'est plutôt que ce que je propose, bien, que ça vous amène des réflexions auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Ça vous amène des actions aussi que vous allez mettre en pratique. Vous allez dire, ah ben oui, Colin, ça semble produire un effet qui soulage ma tâche. Puis, si ça se produit, bien, partagez la vidéo au plus grand nombre de personnes possible. Merci beaucoup et au plaisir de vous voir.